suis Pascal Morel de Hortus et de l'Université du changement en médecine, l'UC2M, et j'animerai cette conférence de concertation avec ma collègue Charlotte Decle. Nous allons donc animer et coordonner les travaux de cette nouvelle conférence de concertation que nous vous proposons ce matin, ce jeudi 4 décembre en matinée, autour de la biologie médicale. Et nous avons donné comme titre à cette conférence de concertation la biologie médicale, avenir, enjeux et perspectives. Vous voyez que tout ça est assez ambitieux. Je salue en particulier celles et ceux qui sont avec nous ce matin. Je salue également mes consoeurs et confrères journalistes qui nous suivent. Voilà, nous allons en direct, vous allez en direct ici et maintenant au sein de l'Institut national des jeunes sourds. Et je salue les équipes de ce magnifique lieu très original et accueillant au cœur du Paris et du quartier latin de Paris. Et puis je salue également celles et ceux qui vont nous suivre et qui seront nombreux, vous le verrez, à distance et qui vont suivre l'ensemble de nos travaux. Nous remercions tout particulièrement les professionnels qui se sont engagés dans ce projet de travail de ce matin, que je vous présenterai, ce que nous avons appelé, dans une certaine mesure, entre nous, les parties prenantes et qui dialogueront avec les experts que nous avons invités et que nous remercions, auxquels nous exprimons notre gratitude pour l'intérêt qu'ils portent, qui nous porte collectivement et qui porte aux réflexions que nous engageons. Alors, une courte introduction. Nous avons des objectifs précis et clairs pour cette conférence de concertation autour de la biologie, comme nous le faisons d'ailleurs régulièrement autour d'autres thématiques de santé, autour de disciplines ou de sujets en transformation, avec l'idée de chercher et peut-être de trouver, dans l'idéal, un consensus d'analyse. Nous allons poser beaucoup de questions, à la fois sur l'organisation et la formation de cette discipline pour elle-même et pour l'ensemble du système de santé. Et puis, nous aurons une réflexion dans un troisième temps sur les financements et les questions économiques qui ne sont pas elles-mêmes seulement d'ailleurs liées à la biologie, mais à la biologie dans un environnement, dans l'environnement de la santé, dans l'environnement global. Et ces axes structureront donc notre approche pédagogique et méthodologique. Nous terminerons nos travaux autour de 13 heures, chaque séquence durant à peu près 90 minutes. Nous reviendrons sur le détail au cours, nous présenterons avec Charlotte au cours de cette matinée l'approche que nous aurons. Mais nous avons une première séquence, comme nous le faisons habituellement, autour des thématiques médicales et scientifiques, autour de l'innovation, des enjeux de recherche, avec des visions globales et spécifiques. Et je remercie tout particulièrement les professeurs Catel Péoc et Jean-Paul Feujas, qui est à côté de moi, de nous avoir structuré, de nous avoir aidé à structurer ces analyses. Alors, premier temps de l'ouverture de cette conférence, la biologie médicale, avenir, enjeux et perspectives, que nous tenons ce jeudi 4 décembre ici à l'Institut national des jeunes sourds. Et nous avons demandé pour ce premier épisode que nous avons appelé « Innovation et évolution en biologie médicale dans les 10 prochaines années », nous avons demandé à 4 intervenants de nous aider à nous donner des repères sur l'évolution de la biologie dans l'ensemble du système de santé. Alors, Clémentine Baudy, Catel Péoc, Franck Mouton, puis Catel Péoc, puis Catherine Alexis Panabière et Catel Péoc. Je pense que nous ferons d'abord Madame Péoc, ce sera vous qui interviendrez en troisième, et en quatrième, le professeur Catherine Alix Panabière, que nous avons beaucoup de chance d'avoir, puisqu'elle nous arrive de Rome ce matin, ou hier soir, très, très tardivement, je crois que même ce matin, en réalité. Voilà. Alors, nous allons commencer avec vous, Clémentine Baudy. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Vous êtes la directrice des projets transverses et internationaux à l'Agence de l'innovation en santé. Vous êtes une scientifique, vous êtes une spécialiste du market access, vous avez travaillé longtemps, en tout cas, partie de votre vie professionnelle dans l'industrie pharmaceutique, et aujourd'hui, donc, vous êtes dans cette agence de l'innovation en santé qui a un rôle que nous connaissons
à peu près, interministérielle. D'ailleurs, l'Agence de l'innovation en santé dépend, je crois, du Premier ministre. Vous allez sans doute nous dire cela. Votre présence était importante pour nous parce que, en réalité, nous nous sommes demandé, puisque nous réfléchissions à ce que sera la biologie, dont le système de santé dans les années à venir, qu'il fallait probablement, collectivement, nous avons pensé cela, qu'il fallait que nous définissions exactement ce qu'est l'innovation, comment on doit la concevoir, et notamment mais pas que, mais vu des pouvoirs publics. Alors, vous avez donc, comme tout le monde, à peu près une dizaine de minutes. Et ensuite, nous discuterons évidemment avec l'ensemble des parties prenantes qui ont travaillé sur ce sujet. Je rappelle également, évidemment, que celles et ceux le public qui nous suit pourra également dialoguer avec vous et vous poser des questions dans le cadre du temps imparti. Et celles et ceux qui sont à distance peuvent évidemment le faire également sur le chat. Et nous prendrons également les questions et je serai avec Charlotte leur interprète. Merci donc d'être là et merci de commencer Oui, merci beaucoup et cette merci conférence. pour cette invitation à cette conférence de concertation. Donc, comme vous le disiez, vous m'avez contacté en me demandant quelle était la définition de l'Agence de l'innovation en santé, quelle était notre définition de l'innovation. Alors, on n'a pas une définition très originale, mais elle nous est quand même très pratique. Pour nous, l'innovation, c'est quelque chose qui est nouveau et qui répond à un besoin. Et le « et » est très important, il faut vraiment répondre aux deux enjeux. On a en tête des exemples très farfelus d'innovation qui ne répondent à aucun besoin. Je cherchais ce matin rapidement quelques exemples. J'ai trouvé par exemple une bague de paiement ou un sac à dos pour pigeons. Donc voilà, ça a beau être nouveau, ça ne répond à aucun de nos besoins et on ne considère pas que c'est une innovation. Donc nous, ce qui nous porte et ce qui nous meut, c'est réellement l'impact que ça va avoir, que cette innovation va avoir. Est-ce qu'elle va répondre à un besoin? Et la réponse à ce besoin, on l'entend à deux niveaux. Est-ce que ça répond à un besoin pour le patient? C'est un besoin voilà, clinique, il a besoin d'être mieux pris en charge. Ça apporte quelque chose dans son parcours de patient ou son parcours d'usager de santé, puisqu'il y a aussi des innovations en prévention. Et ça peut être aussi une innovation qui répond aux besoins d'un professionnel de santé. Et ça fait partie notamment des discussions que vous aurez, je pense, aujourd'hui dans le cadre des innovations en biologie. Voilà, donc on est convaincu qu'une innovation qui a un impact pour le patient ou un impact pour le professionnel de santé mérite d'avoir une place et mérite de prendre sa place dans le système. On n'est pas drivé par des technologies en particulier. On parle beaucoup de l'impact de l'intelligence artificielle et des innovations liées à l'intelligence artificielle. Et nous, à l'Agence de l'innovation en santé, on dit toujours, si vous produisez le même résultat qu'un algorithme d'intelligence artificielle avec un tableau Excel, on sera tout aussi content et voire même on sera encore plus impressionné par la prouesse technique. Donc, nous, ce qui nous porte et ce qui nous importe, c'est vraiment l'impact pour le patient, l'impact pour le professionnel de santé. Donc, à l'Agence de l'innovation en santé, c'est ce que vous mentionniez, Monsieur Morel. Donc, on est placé sous l'autorité du Premier ministre et on a un rôle d'interministérialité pour aligner tous les enjeux autour de l'innovation en santé. Pourquoi? Parce que le temps de l'innovation en santé est très long, depuis la recherche académique jusqu'à l'industrialisation et l'accès aux patients ou aux professionnels de santé. Il peut se passer la plupart du temps 5, 7, 10 ans, 15 ans. Il y a vraiment une nécessité d'aligner les prérogatives, principalement les prérogatives du ministère, enfin des enjeux de recherche, des enjeux de santé publique et des enjeux industriels. Et c'est vraiment ce qui nous porte à l'Agence de l'innovation en santé, c'est d'avoir un continuum sur toute cette histoire de vie d'un produit de santé, d'une innovation en santé, d'avoir un continuum qui soit cohérent du début à la fin, pour faire en sorte que ces innovations arrivent le plus rapidement possible. Donc, on a 4 principales missions. La première, c'est d'apporter de la prospective dans le système. On est persuadé que comprendre les innovations qui se développent et comprendre l'impact qu'elles vont avoir sur le système de santé, quand on parle d'impact, c'est soit un impact budgétaire, soit un impact organisationnel. Pouvoir anticiper l'arrivée dans le système de santé nous permet d'accélérer leur diffusion et de dédier les ressources dès qu'elles seront mises à disposition. On prend un exemple qui a été évoqué cette semaine, et comme c'est la semaine du Téléthon, on va pouvoir en parler. Typiquement, comprendre quelles sont les innovations et les thérapies qui vont guérir des maladies rares et les anticiper
permet d'inclure, par exemple, dans le dépistage néonatal, des nouvelles maladies très rapidement dès l'arrivée du traitement, voilà, et proposer donc des options pour les patients. On a une deuxième grande activité, c'est l'accélération. C'est comment est-ce que, on devient le pays dans lequel le développement, des produits de santé est le plus rapide. On sait qu'on n'est pas un pays avec des capitaux, très importants comme les États-Unis ou d'autres pays d'Asie dans lesquels on peut investir beaucoup. En revanche, si on devient le pays dans lequel le développement des produits de santé se fait de la façon la plus fluide et la plus rapide possible, on a un enjeu de compétition, de compétitivité à porter auprès des autres pays. C'est notamment tout ce qui nous anime avec des travaux autour des nouvelles méthodologies de recherche clinique qui, souvent, mobilisent de l'intelligence artificielle, pour accélérer le développement des produits. On a une troisième mission et là, du coup, je fais un peu appel à tous ceux qui sont autour de la table, d'accompagnement des porteurs de projets. On a mis en place un guichet unique dans lequel les porteurs de projets peuvent nous contacter, bénéficier d'un rendez-vous d'1 heure avec les équipes de l'agence. Ça leur permet d'avoir un premier feedback de l'État sur voilà, qu'est-ce qu'on pense de cette innovation. Et ensuite, ça nous permet de les orienter dans le système. Ça peut être les orienter vers le guichet innovation de la NSM s'ils ont des questions relatives à la recherche clinique. Ça permet de les envoyer vers la HAS avec des rencontres précoces pour préparer leur dossier de remboursement ou de les orienter dans tous les appels à projets, dans tous les guichets qui leur permettraient d'obtenir des financements. Et on a une dernière activité qui est le financement, puisqu'on bénéficie du volet santé du crédit d'investissement de France 2030. Donc, pour mémoire, France 2030, c'est 54 milliards d'euros d'investissement pour rendre la France leader dans des domaines particuliers, dont la santé, avec 7,5 milliards d'euros dédiés à la santé dans des grandes thématiques, la biothérapie, la bioproduction, les dispositifs médicaux innovants, dont les dispositifs de diagnostic in vitro, les maladies infectieuses émergentes, la prévention et la santé numérique. Voilà, donc on s'attache à avoir vraiment une vision la plus cohérente possible entre tous les aspects, comme je vous le disais, les aspects de recherche, les aspects de santé, les aspects de financement, pour voilà, vraiment faire en sorte que les innovations accèdent aux patients qui en ont besoin et aux professionnels de santé qui en ont besoin également, des innovations le plus rapidement possible. Voilà. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'il appellera évidemment des questions que nous souhaitons vous poser pour nous mettre en jambes, si vous le voulez bien. Vous restez avec nous jusqu'à... Je sais que vous devez nous Alors, il quitter faudrait que je assez parte rapidement. vers 10h moins quart, c'est possible? 10h moins le quart. Oui, alors très bien. Je pense que pour la cohérence de notre Oui, 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 approche, oui. nous allons en tout cas demander à Franck Mouton d'intervenir Oui, bien après sûr. vous. Et ensuite, peut-être, on fera un premier jeu de questions. J'en profite quand même à ce stade de nos travaux de remercier plus précisément, je les ai cités à peu près, ou en tout cas les parties prenantes, hein, en tout cas les organisations professionnelles ont été, qui nous accompagnent, ont été citées, mais je remercie plus précisément celles et ceux qui sont autour de la table, en particulier Lionel Baron, que je salue, Raphaël Béranger, Thierry Boucher, Monsieur Boucher, Jean-Paul Feujas, que j'avais cité avec nous. J'avais également cité, je crois, Madame Péoc, le professeur Catel Péoc, Jean-Claude Azoulay, que je vois, merci beaucoup. Vous avez François Blanchecotte, merci d'être avec nous. Monsieur Brunet, Jean-Philippe Brunet, et j'associe évidemment Caroline Boulevin du CIDIV à tout ce qui a été fait pour réussir, en tout cas tenter de réussir cette conférence. Et évidemment, last but not least, Magali Marmiès, que je suis également de France Biotech, que je suis également très heureux de retrouver. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Sauf si, Jean-Paul, vous voulez intervenir. Alors, nous avons la chance de recevoir également, maintenant, Franck Mouton. Bonjour, Franck Mouton, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur exécutif de l'Agence des programmes pour la recherche en santé. Vous avez été nommé en 2024. Je ne sais pas s'il faut tellement vous présenter en réalité, parce que dans le milieu de l'innovation en santé, vous êtes très connu, notamment par tous les travaux que vous avez faits avant d'ailleurs d'être aujourd'hui à ce poste. Vous allez peut-être nous définir quand même, malgré tout, ce que vous faites. Nous avons bien noté que vous êtes rattaché, est-ce que c'est le bon terme, à l'INSERM. Vous avez été en tout cas nommé par le directeur général Didier Samuel, qui devait être également parmi nous,
peut-être qu'il est en voyage, je crois, me semble-t-il, avec le président de la République aujourd'hui en Chine. Nous suivons ses travaux. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir, Franck Mouton, et nous vous demandons également de faire cette intervention dans le temps imparti, comme l'a fait Clémentine Baudy, si vous le voulez bien, pour introduire notre réflexion de cette matinée. Merci beaucoup. Merci de me recevoir et merci, Franck, excusez-moi, oui, je vous demande m'entendez? également, juste avant de vous redonner la parole, est-ce que celles et ceux qui sont nombreux, qui sont à distance avec nous, entendent correctement? Il n'y a pas de problème? Voilà. Et évidemment, nous serons vigilants à prendre également les questions que vous voulez nous poser par chat, et Charlotte sera vigilante à ce que l'on puisse répondre à vos attentes. Merci, excusez-moi. Non, non, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, peut-être pour planter l'arrivée de ce dispositif programmatique pour la France, donc, ça fait suite à 2 événements. La publication du rapport du professeur Gillet dans tous les domaines scientifiques avec l'enjeu d'avoir une capacité top-down de programmation dans un certain nombre de domaines régaliens. Ça a conduit, donc le président de la République a annoncé en décembre 2023 la mise en place de ces dispositifs stratégiques pour l'État dans un certain nombre de domaines, les domaines étant le spatial, donc dispositif programmatique qui a été confié au CNES, le numérique dans la partie software qui a été confié à l'INRIA, le numérique dans la partie hardware qui a été confié au CEA, l'énergie décarbonée qui a été confiée également au CEA, l'alimentation et tout ce qui est agritech et enjeux d'innovation en matière d'agriculture a été confié à l'INRAE. Les enjeux de climat, biodiversité et société durable ont été confiés au CNRS et la santé a été confiée à l'INSERM. Ces dispositifs ont pour mission d'éclairer l'État sur les thématiques prioritaires sur lesquelles on pense que c'est important d'investir dans un nombre limité de champs, évidemment. Et notre travail, c'est un travail d'expertise, de prospective, et effectivement de pouvoir répondre dans un certain nombre de champs à des questions qui vont se poser dans les 10-15 prochaines années, puisque c'est à peu près le temps de la recherche et le temps de la transférabilité de la connaissance scientifique vers les politiques publiques. Et donc, on a un gros travail de prospective sur les gros enjeux auxquels on va devoir faire face. On a aussi, donc, au-delà de cet enjeu d'anticipation, un enjeu de pilotage scientifique de tous les grands programmes nationaux. Et vous le savez, dans le France 2030, il y a eu un certain nombre de programmes d'équipements prioritaires de recherche. La taille de ces programmes, ça va de 10 à 100 millions d'euros. Ça engage des durées d'action qui sont à peu près de 3 à 7 ans, avec l'enjeu d'un programme. C'est-à-dire ce ne sont pas des projets successifs, c'est vraiment un programme complet qui engage de multiples partenaires. Et dans le domaine de la santé, ça va de la recherche la plus fondamentale jusqu'à la recherche clinique en passant par les sciences humaines et sociales pour déployer nos actions. Il y a aussi un enjeu d'éclairage de l'impact que ça va avoir. C'est-à-dire que non seulement on doit anticiper des questions sur lesquelles il faut aujourd'hui apporter des activités de recherche, mais aussi anticiper l'impact que vont avoir ces programmes dans la mise en place de politiques publiques. On a aussi évidemment beaucoup de liens avec l'Agence Innovation en Santé sur ces passerelles entre la recherche et l'innovation. C'est un continuum, il n'y a pas là-dessus, on voit bien qu'on a ce besoin de créer les conditions entre la recherche académique, la recherche biomédicale et l'innovation, tous les terrains de fertilité. On a un gros sujet aujourd'hui aussi en France sur l'attractivité industrielle de la recherche scientifique. Là aussi, on essaye beaucoup d'œuvrer là-dessus et faire en sorte que quand on fait de la programmation, ça puisse intéresser un certain nombre d'industriels. Donc, on travaille avec eux sur les questions qui se posent, eux, pour renforcer cette attractivité-là. Le volet Europe et international est aussi dans notre champ d'action sur le fait de pouvoir positionner la France dans cette vision programmatique vis-à-vis d'autres pays européens, évidemment, mais aussi au-delà, notamment avec les pays du Sud, sur lesquels on a un gros enjeu géostratégique à renforcer. Et puis, le renfort de
l'approche science et société, on le sait, hein, les enjeux de désinformation, les enjeux d'intégrité cognitive de la population aujourd'hui sont extrêmement forts et il va falloir les traiter. Et la relation entre les scientifiques et les citoyens doivent être renforcées. Voilà, ça c'est pour le cadrage général. Après, en termes de programmes qui sont aujourd'hui impulsés par l'agence, il y avait un certain nombre de PEPR qui avaient été lancés avant que l'agence soit mis en place. Aujourd'hui, donc, on a lancé, ou il a été annoncé dans les jours qui précèdent là, 15 PEPR sur les 7 agences de programme. Et pour la santé, nous avons mis en place, et ça va vous parler, l'identification de déterminants dans les phases prodromiques des maladies neurodégénératives. Car on est très sur les biomarqueurs, il y a un énorme enjeu d'identifier très précocement ces pathologies. C'est une limite entre le soin et la prévention, et ça va faire partie des grands enjeux de demain. On a aussi un programme sur les maladies inflammatoires chroniques, énorme fardeau médico-économique pour notre territoire, et c'est comprendre les déterminants communs et spécifiques transnosographiques dans ces pathologies inflammatoires chroniques pour pouvoir détecter précocement, intervenir précocement, et notamment sur ces phases de chronicisation qui sont très mal maîtrisées aujourd'hui. Et enfin, coup d'avance pour la France, que je vous mentionne parce que là aussi, c'est basé sur à la fois des biomarqueurs et la science des données. C'est notamment les travaux d'Alexandre Loupy sur la transplantation. Donc, on a souhaité pousser cette avance technologique que la France a pour lui donner le maximum d'amplitude sur toute la greffe. Et là encore, gros enjeu des biologistes, de la NAPAT, etc. là-dessus pour enrichir cette capacité. Je pense que vous avez en tête le coût de la dialyse en France, même si c'est une population qui est relativement restreinte, c'est un énorme coût médico-économique, socio-médico-économique. Et donc là-dessus, gros enjeu, et donc on a souhaité pousser ce coup d'avance qu'on avait en termes de capacité. On a également un grand programme France Vaccin, là aussi, gros enjeu d'aller travailler sur les populations vulnérables, enfants, femmes enceintes, personnes âgées, et les enjeux d'immunométrie sont là aussi extrêmement importants. Et c'est de redonner à la France une position sur la vaccinologie dans le monde, avec notamment une capacité dite 100 jours. Évidemment, on est loin du compte et aucun pays aujourd'hui n'est capable de répondre en 100 jours, mais quoi qu'il en soit, on se met dans cette capacité de pouvoir répondre en cas d'émergence ou de réémergence, avoir une solution qui serait transférable vers soit des industriels, soit des États qui pourraient prendre en charge ces candidats vaccins. On a un autre programme qui est un peu plus éloigné sans doute de vos préoccupations, mais qui correspond à une transition sociétale en France, qui est la fin de vie. Donc, dans la stratégie décennale sur la fin de vie, l'agence s'est vue confier le volet recherche de cette stratégie décennale pour alimenter. Il y a des très fortes inégalités territoriales et inégalités sociales de santé sur la fin de vie et l'entrée dans les parcours de soins. Donc voilà. Et puis enfin, un dernier programme, là aussi très important et qui annonce une très forte transition. En tout cas, je pense que tous vous avez lu le rapport chargé produit et les enjeux de passer du curatif au préventif. Et donc, qui nous a été confié dans le cadre de la stratégie d'accélération prévention portée par l'Agence Innovation Santé, le volet recherche de cette prévention. Et on va s'attaquer à la prévention primaire, primordiale, avec les déterminants de santé, quels qu'ils soient, exposomiques. Donc là aussi, ça touche aux activités sur la capacité de détection précoce et les interventions sur base de déterminants identifiés. Et on a choisi aussi des situations de vulnérabilité particulières, la petite enfance des 1000 premiers jours jusqu'à l'entrée dans la vie active, et également les maladies respiratoires. Je pense que vous avez tous regardé le rapport de la Cour des comptes sur l'émergence de ces maladies-là, et on a une très très mauvaise prise en charge aujourd'hui. Sur la chronicisation des maladies respiratoires et l'émergence de ces maladies-là, de la petite enfance jusqu'au vieillissement. Et on s'attaque aux enjeux de la détection précoce des cancers, et éventuellement les phases précancéreuses. Là aussi, gros enjeu pour vos professions. Et enfin, l'addiction qui va être collée à la partie petite enfance-adolescence. On a des grosses questions sur l'avenir, sur l'émergence d'addictions dans cette période de la vie, notamment chez les jeunes filles et les réseaux sociaux. Voilà en gros, peut-être pour commencer. Merci beaucoup, Franck Mouton. Alors, je crois que nous allons profiter
de votre présence et de celle de Clémentine Baudy, peut-être pour ouvrir le champ de questions, si vous en avez, les uns et les autres, j'allais dire les parties prenantes d'abord, qui veulent rentrer en discussion avec vous, peut-être Jean-Paul Feujas, François Blanchecotte ou Lionel Baron. Pour autant, je vais peut-être commencer, on regardera avec également Charlotte, s'il y a des questions des nombreux participants à distance. J'ai peut-être, pour commencer, envie de demander, Clémentine Baudy, 54 milliards d'investissements pour notre pays. Question assez naïve, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Alors, j'ai tendance à vous dire que c'est beaucoup, surtout par les temps qui courent, parce que voilà, chaque euro compte. Mais enfin, c'est vraiment la stratégie du gouvernement de rapporter de la compétitivité et de pousser l'innovation comme un levier de réponse à des futures crises. Donc, parmi les grandes stratégies qui sont portées, il y a la santé, mais il y a aussi la décarbonation, l'agriculture verte, la connaissance, enfin, on appelle ça la connaissance des grands espaces. Donc, ça peut être l'aérospatial ou les grands fonds marins. Il y a vraiment ce côté d'aller chercher de l'innovation pour répondre aux crises. Et le principal moteur, c'est vraiment d'être un leader en Europe et d'assurer notre souveraineté quant aux futures crises qu'on va devoir adresser. Donc, j'aurais tendance à vous dire que c'est beaucoup. L'agence de l'innovation, c'est un bébé de la crise que nous avons connue, oui. La crise Covid, c'est-à-dire prise de conscience oui. que les choses n'allaient pas ou auraient pu aller mieux. Oui. Alors, tout à fait. En fait, c'est donc l'annonce de l'Agence de l'innovation a été faite en juillet 2021 par le président de la République dans le cadre du plan Innovation Santé 2030. Et dans son discours, je ne vous le ferai pas parce que ça a duré 2 heures. Mais une des choses qui a été portée, c'est le président avait dit « Mais ça fait 10 ans que vous m'expliquez qu'il faut 10 ans pour développer un produit de santé. Or, vous avez été en capacité de le mettre à disposition, découvrir, développer, etc., de mettre à disposition des innovations en seulement 18 mois. Donc, on a peut-être quelque chose à apprendre de cette crise. » Et c'est vrai que la crise a forcé un peu toutes les entités à se coordonner, à se parler et à penser autrement. Et c'est un petit peu là-dessus que le plan Innovation Santé a été créé pour capitaliser sur ce qu'on avait pu savoir faire pendant la crise qui pouvait être répliqué pour accélérer le développement. Je vais vous pousser, sauf s'il y a d'autres questions, je vais vous pousser à faire un peu de pédagogie de base, si vous le voulez oui. bien, parce que celles et ceux qui nous regardent ne sont pas aussi spécialistes que la majorité des gens qui sont ici avec nous aujourd'hui. Revenez avec peut-être Franck Mouton, tous les deux, sur la différence que l'on peut faire entre recherche et innovation. Et vous savez, ce que l'on dit en réalité, c'est qu'en France, on a la comitologie et que l'on a souvent beaucoup de structures qui se mettent en place oui. Et qui pourraient peut-être trop, ou en tout cas une inflation de structures en millefeuille, voilà, j'ai le terme. Voilà. Vous voulez, faites-nous un peu de pédagogie pour qu'on comprenne bien, notamment les journalistes se posent souvent la question. Alors, on a en tout cas, nous, on ne se vit pas comme une couche supplémentaire dans le millefeuille. Alors, il y a une blague qu'on fait souvent en interne, je vais vous la faire, elle est un peu bête, mais bon, tant pis. On se voit plutôt comme la crème qui fait digérer le millefeuille. Enfin, voilà, c'est plutôt ça l'histoire. Voilà. Et la cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau, voilà, exactement. Dire ça comme ça, plus utile que la cerise, on espère en tout cas. Mais bon, enfin en tout cas, on est une toute petite équipe, on est une quinzaine de personnes, on a tous une connaissance, enfin on a tous une expérience d'un bout de la chaîne dont je vous parlais tout à l'heure. Donc moi, j'étais plutôt, comme vous le disiez, dans les laboratoires pharma sur le market access, qui est vraiment la fin de la chaîne. Mais j'ai des collègues qui ont fait de la recherche clinique, j'ai des collègues qui ont fait du transfert de technologie, des collègues qui ont travaillé à l'INSERM dans des équipes de recherche. Donc on a tous un bout de cette chaîne sur laquelle on a expérimenté nous-mêmes, donc on a vécu le quotidien des innovateurs et on a tous une vision différente, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent des autorités réglementaires, de la HAS, de la NSM, etc. et d'autres qui viennent du secteur privé, qui ont même, pour certains d'entre nous, on a vécu l'expérience start-up. Donc notre objectif, c'est pas du tout d'apporter une couche supplémentaire dans le millefeuille, c'est d'orienter. Et c'est vrai qu'on a un système de santé qui est assez complexe, on a des innovateurs, on le voit, qui se perdent un petit peu. Souvent, on rencontre beaucoup de startups, on a rencontré quasiment 600 porteurs de projets depuis le début et on a des startups qui viennent du milieu académique, qui veulent développer et amener leur projet au bout, mais qui ont beaucoup de mal à anticiper la suite, qui ne comprennent pas le rôle des différentes agences, qui confondent ANSM et HAS, ils comprennent pas quel est le rôle, ils ne comprennent pas quelles sont les prérogatives. Et
Et donc, nous, notre rôle, c'est aussi d'expliquer, c'est aussi de renvoyer vers les bons interlocuteurs et c'est aussi de les préparer aux challenges qu'ils vont rencontrer. Et ça, c'est quelque chose qui leur est utile en tout cas. Je ne sais pas si Franck Mouton, vous voulez intervenir peut-être sur les mêmes questions, en rajoutant peut-être celle-ci. On voit bien en fait qu'au sein de l'INSERM, c'est pas si évident en réalité. Évidemment, il y a de la recherche dure, il y a de la recherche clinique, mais il y a aussi de la recherche sociale ou environnementale. Alors notamment, vous l'avez cité, mais peut-être que j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on est confronté, on peut trouver les meilleurs produits qui soient, il faut encore qu'ils soient acceptés et compris par l'ensemble de la population, d'ailleurs déjà également par les soignants eux-mêmes, et qu'il y a donc les sciences, sociologie, psychologie, etc., jouent également leur rôle, et puis il y a évidemment les fake news, et enfin tout ça, en quelques mots avant que nous poursuivions nos travaux. Peut-être sur les enjeux de différence entre la recherche académique et la recherche au sein de la R&D, en tout cas dans les entreprises. C'est là encore un continuum. Hein. Il y a finalement des endroits où on est très très bas en amont, dans la connaissance, et pour les entreprises, et souvent d'ailleurs la grande majorité des entreprises françaises qui développent des nouvelles innovations sont issus de la sphère académique française. Les actifs, la grande majorité. Les biotech françaises, c'est 90% des actifs qui ont été développés dans la sphère académique. Donc de toute façon, vous voyez bien qu'on est dans l'aspect de transférabilité dans le monde socio-économique, de connaissances qui peuvent effectivement se traduire sous forme d'innovation, de produits, etc. Donc pour moi, il y a cet aspect-là. Le côté millefeuille, comme vous l'avez vu, je vous l'ai dit en entrée, le président de la République a choisi de mettre ses dispositifs programmatiques au sein d'organismes nationaux de recherche, c'est-à-dire de ne pas créer des entités propres, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le support, sur la connaissance, l'expertise des organismes nationaux de recherche, avec une gouvernance propre, hein, puisque en fait on réunit au sein de l'agence de programme l'ensemble des organismes nationaux de recherche. On s'appuie sur l'INSERM, mais on n'est pas dépendant de la gouvernance de l'INSERM. On a donc l'INSERM, le CEA, le CNRS, toutes les universités, tous les CHU, toutes les agences d'ailleurs sont représentées au sein de l'agence de programme pour travailler sur quelles sont les nécessités de demain. Et après, vous me posiez la question sur les enjeux des sciences humaines et sociales. C'est fondamental. Prenons par exemple l'inversion démographique et les enjeux de 2025 sera l'année où le bilan de, comment dirais-je, l'équilibre entre le nombre de naissances et le nombre de morts va s'inverser. Donc on a, à partir de 2025, l'absence de renouvellement de notre population. Et ça, c'est depuis 1945, ça n'était pas arrivé. Donc on a quand même ce sujet-là, et le sujet de la naissance, de la natalité, il y a le sujet de l'infertilité. C'est relatif, par rapport à l'enjeu comportemental, c'est relativement modeste, le sujet de l'infertilité. Donc le gros sujet, c'est d'arriver à donner envie à nos populations de faire des enfants. Et ça, il n'y a que les sciences humaines et sociales qui peuvent comprendre, les causes racines du fait que les couples ne veulent plus d'enfants. Évidemment, accompagner sur l'innovation sur le plan de la fertilité, parce que ça, en revanche, à chaque fois qu'on le peut, il faut intervenir sur la fertilité. Mais typiquement, c'est un énorme enjeu, ça. Typiquement, pareil sur le passage du préventif au curatif. Quand vous regardez le nombre de campagnes qui ont été mises en place sur la prévention, et notamment la prévention primaire, on a un énorme enjeu à la fois de comprendre les causes racines de ces changements comportementaux qui fait qu'on a beau vous dire qu'il faut faire attention à vous. Alors c'est facile dans un environnement CSP+, comme ici. En revanche, quand vous passez dans des milieux socio-économiques défavorisés, c'est pas du tout acceptable. En tout cas, ça n'est pas pris en compte. Et alors même que ce sont les populations les plus vulnérables. Là encore, tout le travail doit être basé sur les sciences humaines et sociales et comprendre les causes racines de à la fois des causes racines et de l'adaptabilité des politiques publiques en prévention.
Merci beaucoup. Vous savez, je crois que tout le monde a des problèmes de logement chez les jeunes, et même surtout à Paris et dans les grandes villes, Franck Mouton. En tout cas, vous savez que nous avons, vous pouvez retrouver ça dans les archives sonores et audiovisuelles de Hortus ou de l'UC2M. Nous avons fait des conférences de concertation sur Naître en France, qui était presque, je crois, une de nos premières, qui a fait pas mal de bruit, hein. À l'époque, on avait mis en évidence le fait qu'on ne faisait pas assez d'enfants dans notre pays, et notamment pour les maternités. Enfin, notre porte d'entrée avait été les maternités, et nous avons également fait une conférence de concertation sur les maladies néphrologiques, en réalité, donc avec Alexandre Loupy et d'autres. Merci en tout cas. Alors, le temps passe, et j'ai dit qu'il fallait que nous respections le temps imparti. On a demandé au professeur Catel-Péoc de nous faire une intervention. Je crois qu'elle a quelques slides. Alors là aussi, si cela peut être fait à peu près dans le temps imparti, je crois que vous avez demandé, Madame Péoc, une quinzaine de minutes. Vous êtes biologiste, biochimiste moléculaire, présidente de la Société française de biologie clinique. Donc vous avez été également une des parties prenantes, pour que les choses soient claires, de cette conférence de concertation. Vous êtes PUPH à Bichat-Beaujon de la PHP. Alors on vous a demandé de nous dire sur la biologie, de nous dresser très très rapidement quelques points pour bien placer la biologie dans... Merci beaucoup, hein, Madame Baudy. Non, mais je vous en prie, c'était prévu. Et merci de nous dire quelle est la situation, comment on peut voir les innovations biologiques. J'en profite pour saluer celles et ceux qui nous ont rejoints. Je vois M. Amgar qui est là et Mme Lucie Legrand. Merci de nous avoir rejoints. Et j'ai vu Jean-François Thébault qui nous a rejoint, Line Legrand, et Jean-François Thébault qui nous a également rejoint. Voilà, on vous donne 10-15 minutes, c'est ça, Matt? Oui. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir proposé de vous présenter une vision, alors cette fois-ci qui va être vraiment une vision de terrain sur les innovations, l'évolution en biologie médicale au sein des laboratoires. Donc, depuis fort longtemps, on dit que la biologie médicale est au cœur de 70% des décisions médicales. J'ai cherché un petit peu par curiosité d'où venait cette notion. La première fois où je l'ai vue citée, alors il faudrait continuer parce que c'est pas si clair que ça, c'est une revue dans Clinical Chemistry, donc c'est une revue internationale. Ce qu'on sait, c'est que la biologie joue un rôle central dans le parcours de soins puisqu'elle intervient au niveau de toutes les strates finalement, que ce soit au diagnostic, au suivi, à la prévention, au pronostic, à l'adaptation du traitement. Ce qui est évident également, si on fait l'état des lieux, c'est que nos plateformes techniques ont énormément évolué au cours des 20, 30, on peut sans doute aller plus loin, dernières années. Et les pratiques changent et évoluent également. Notre exercice se fait dans un milieu qui est relativement contraint, avec des coûts inhérents à ces évolutions, des délais qu'on nous demande au plus de raccourcir, des problèmes de ressources humaines qui seront évoqués plus tard, le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques qui ont déjà été évoquées. Pour moi, la biologie, c'est vraiment une discipline d'évolution et j'ai envie de le dire depuis que j'ai commencé mon internat, ça évolue, ça évolue, ça évolue. On a observé, on continue à observer une automatisation de plus en plus marquée des laboratoires, des processus de robotisation et de remplacement finalement de l'humain dans certaines pratiques. On a vu arriver depuis la recherche fondamentale de nombreuses technologies. J'en illustrerai quelques-unes, mais il y en a de nombreuses, la spectrométrie de masse, les sondes nucléiques, la PCR, le séquençage à haut débit, l'arrivée des omiques, génomiques, protéomiques, métabolomiques, fluxomiques, lipidomiques, et j'en passe. Et on a également un grand courant d'informatisation, de numérisation, de dématérialisation et de connexion et d'interconnexion. Excusez-moi, j'ai l'impression que... pardon.
Alors, quelques illustrations, parce que c'est bien de dire qu'on a une discipline d'innovation, mais de choses qui ont radicalement évolué ces quelques dernières années. On est passé, par exemple, du séquençage de quelques centaines de bases nucléotidiques par des techniques de Sanger à toutes les techniques de séquençage de nouvelle génération. Et on est passé finalement de l'étude d'un gène ou d'un tout petit fragment de gène à l'étude complète d'un génome. Sur la droite, je vous ai mis également l'évolution des coûts du séquençage du génome humain. Et on voit que cette disponibilité technique s'accompagne d'une diminution drastique des coûts. Et nous sommes vraiment passés dans une pratique qui peut être une pratique quotidienne. Quotidienne, pas pour tout le monde, mais voilà. Un autre domaine où les évolutions, révolutions ont été très nettes, c'est le domaine de l'infectiologie. On est passé de l'identification d'un germe et de son traitement en plusieurs jours à des diagnostics et des mises en place de traitements qui peuvent être faits en quelques heures, avec notamment deux grands axes technologiques, les approches de spectrométrie de masse de type Malditov, mais également les approches multiplex syndromiques qui permettent, à partir d'un symptôme, de diagnostiquer non pas un, mais de multiples pathogènes. Un autre, et ça sera le dernier exemple purement technique, nous continuons à faire dans nos laboratoires l'étude de groupes de protéines avec des électrophorèses, mais progressivement, nous allons vers l'étude de centaines, voire de milliers de protéines, de transcrits, de métabolites, pour finalement faire des signatures globales et aller vers du diagnostic, du pronostic et du suivi. C'est pas tout à fait le dernier exemple. Un autre essor dans lequel nous avons vraiment trouvé notre place, c'est la personnalisation. Nous allons de plus en plus d'une approche pour tous vers une approche pour chacun, avec la volonté de déterminer des endophénotypes et de pouvoir mieux traiter et mieux caractériser. C'est vrai également avec le développement des biothérapies, dans lesquelles les laboratoires sont également impliqués. Un petit mot sur l'automatisation. On est passé en quelques années d'un dosage à la burette à des dosages en série où chaque manipulation est réalisée par un bras robotisé. Bien évidemment, ça s'est accompagné d'une amélioration significative de la productivité, mais aussi d'une augmentation du nombre d'examens qui sont demandés, d'une réduction des erreurs humaines. Ces process de robotisation permettent également une interconnexion à la fois des équipements et potentiellement des disciplines médicales, même si on a des axes d'amélioration dans ce domaine. Et puis, alors, on a la révolution dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre domaine comme dans d'autres domaines. Les promesses en biologie médicale, j'en ai quand même fait une petite diapositive, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être du tri complètement automatisé des échantillons, mais également de la gestion de l'organisation, de la gestion des stocks, de l'amélioration des cadences. Ça peut être une aide à l'interprétation des résultats et à la validation. Et on s'attend également à ce que l'analyse de données massives nous permette à terme d'aller vers une meilleure prédiction des risques. Je cite un petit article qui commence à dater maintenant, mais qui se voulait rassurant en disant que ChatGPT ne pouvait pas remplacer un biologiste clinique. Alors, c'était avec les anciennes générations d'IA et j'ose espérer qu'on aura toujours notre valeur ajoutée par rapport à ces techniques. Néanmoins, il ne faut pas oublier l'humain au cours de tous ces enjeux. Et on a une amélioration également de la qualité d'un certain nombre de nos résultats, avec une amélioration de la traçabilité. On continue à avoir comme motivation la sécurité et la bientraitance des patients, mais également des personnels de santé, et le développement d'un accès aux soins qui soit le maximal pour l'ensemble des populations. Alors,
À côté de cette révolution dont on parle beaucoup, on travaille depuis fort longtemps dans le numérique, donc on a une interopérabilité sur laquelle on travaille de manière constante. On doit pouvoir envoyer nos données vers des dossiers patients informatisés, de manière sécurisée. Depuis quelques années, on voit aussi tout l'enjeu de la cybersécurité et de la peur des fuites de ces données. On va vers le développement d'une télébiologie et on pose constamment le problème de la responsabilité médicale, notamment avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. À côté de toutes ces évolutions plus techniques, plus numériques, on a également un environnement réglementaire qui évolue. Bon, bien évidemment, j'en ai cité qu'une, mais l'application de la norme ISO 1589 dans les laboratoires et l'accréditation a modifié nos pratiques ces dernières années. Nous devons respecter les données personnelles et la confidentialité et le règlement RGPD. Et nous attendons la mise en place de la réglementation IVDR qui va aussi impacter nos techniques et nos pratiques du quotidien. Un autre aspect qui émerge depuis finalement assez peu de temps, mais qui devient également une de nos priorités, c'est l'impact environnemental. Nous devons réfléchir collectivement à l'impact environnemental des nouvelles technologies et de la numérisation et aller vers une utilisation plus responsable et plus durable de nos ressources. Réduction des déchets, optimisation de la consommation et développement de technologies moins polluantes. Alors, pour conclure, je pense avoir cité un certain nombre d'éléments qui tracent les grands axes vers lesquels nous allons, à savoir une biologie médicale qui est de plus en plus personnalisée, de plus en plus prédictive, qui doit toujours être plus intégrée au parcours de soins et qui doit communiquer de mieux en mieux avec les autres acteurs de la santé. La biologie de demain, on l'imagine basée sur les preuves et présentant une forte efficience économique. Cela suppose des investissements technologiques, des investissements humains, mais également de notre part une adaptation, une évolution continuelle aux nouveaux enjeux de la profession. Et je conclurai en disant que cette problématique n'est pas uniquement française, elle est notamment européenne et qu'on nous dit, et c'est Mario Plebani qui est président de FLM qui le dit, pendant longtemps nous avons été un métier un petit peu sans visage et que nous devons maintenant réfléchir et repenser notre biologie pour avoir vraiment une biologie qui est fondée sur la valeur. Je vous remercie. Alors, on doit dire qu'on peut être biologiste et poète, donc on vous félicite, on vous applaudit. Et la seconde chose, voilà, ce qui est agréable avec les biologistes, j'espère que ça va continuer, c'est qu'on vous avait demandé 10 minutes, vous avez fait 25 secondes de trop. Bravo. Comme quoi, c'est agréable de pouvoir être précis. Je vous propose d'ouvrir le champ de quelques questions après l'intervention suivante de votre collègue Catherine Alix Panabière. Madame professeure Panabière, vous êtes cancérologue, PUPH à Montpellier, une ville magnifique, là, des plus belles villes du monde, qui m'est chère. Et vous êtes, oui, membre de l'Académie nationale de médecine. Vous êtes la directrice du laboratoire des cellules circulantes rares humaines. Et en fait, vous êtes également, on pourrait peut-être résumer par cela, vous êtes à l'origine, ou en tout cas réellement une très grande experte de ce qu'on appelle la biopsie liquide. C'était en fait notre sujet, c'est-à-dire qu'on a voulu, après avoir dressé l'avenir de la biologie avec Catel Péoc de manière à la fois assez large et systémique, je dirais, prendre un exemple. Alors on aurait pu en prendre d'autres, mais en fait, avec Jean-Paul Feujas et Catel Péoc, on a pensé que, effectivement, la biopsie liquide, dont nous entendons beaucoup parler, et parce que la cancérologie, c'est la cancérologie, c'est-à-dire une place tout à fait centrale dans la réflexion que l'on doit avoir
dans l'évolution du monde médical et scientifique. On a souhaité donc vous demander de faire une intervention également dans le temps imparti. J'ai vu que vous aviez beaucoup de slides, mais je pense qu'on va pouvoir également avoir cette intervention dans une dizaine, quinzaine de minutes, si vous le voulez bien. Ce serait bien pour pouvoir ensuite engager la conversation de manière plus dans les deuxièmes champs. Voilà, vous avez vos slides? Ah oui, vous avez vos slides. On va donc vous écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Effectivement, je vais essayer, après Catel Péoc, de faire un focus sur la biopsie liquide, une thématique sur laquelle je travaille depuis une trentaine d'années aujourd'hui. Je l'ai développée en France quand je suis arrivée après avoir fait un parcours plutôt virologie et je suis rentrée dans la cancérologie en développant cette thématique en France. Donc en fait, on voit qu'en cancérologie, la décision thérapeutique est de plus en plus guidée par la biologie. Et comme l'a dit Catel, en fait, on a des innovations permanentes, une évolution rapide des biomarqueurs, des technologies associées et aussi, du coup, de l'arsenal thérapeutique qui va en lien avec tout ça. Et bien évidemment, ça va avoir un impact sur les pratiques cliniques. Donc moi, je vais vous donner l'exemple de la biopsie liquide. Donc c'est vrai que jusqu'alors, la biologie était utilisée pour tout ce qui était nature tumorale, la confirmation avec l'histologie. Et aujourd'hui, elle est décisive dans l'orientation des traitements grâce à ces biomarqueurs. Ensuite, ce qu'on veut, c'est avoir un suivi en temps réel de l'évolution tumorale, de le détecter précocement, le cancer, mais aussi la maladie résiduelle, très important, la résistance, adopter le traitement de façon vraiment très, très réactive. On veut guider la stratégie thérapeutique, influencer l'organisation clinique et impacter le parcours de soins. Donc il y a vraiment, comme on l'a entendu ce matin, la nécessité d'une collaboration proche entre la clinique et la biologie. Donc pour moi, vraiment, c'est un véritable moteur décisionnel en cancérologie, puisqu'on veut atteindre une médecine plus ciblée, dynamique et personnalisée, mais forcément, ça va imposer une transformation des pratiques et bien évidemment l'organisation des soins. Donc, je voudrais juste faire un petit rappel de biologie que dès qu'une tumeur est en développement, même si elle est toute petite, il va y avoir des cellules qui vont être libérées de manière active et elles vont, ces cellules, atteindre des sites à distance et donner potentiellement des métastases. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais la dissémination tumorale, c'est crucial parce que les patients qui ont un cancer du côlon, de la prostate, du sein ne vont pas décéder de la tumeur initiale, mais des métastases. D'où un impact fort de comprendre cette biologie-là. Alors pourquoi la biopsie liquide? Parce qu'en fait, avec un simple prélèvement sanguin, on va avoir accès à des cellules qui sont libérées de la tumeur initiale, mais aussi des métastases. Et peut-être qu'on ne sait même pas qu'elles existent encore. On va traquer les clones émergents, les nouvelles, finalement, mutations, les nouveaux phénotypes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles expriment quand elles ont quitté la tumeur. Alors, je vais faire le parallèle avec la biopsie tissulaire. Si on va mettre l'aiguille à un certain endroit, on va avoir une information, certes, mais si on avait mis l'aiguille juste à gauche ou à droite, on aurait peut-être eu une information un tant soit peu différente. Donc, on a plein d'études qui prouvent que finalement, on va pouvoir traquer des clones minoritaires à l'origine de la suite de la maladie, qu'on aurait loupé avec la pathologie classique. Et ça, c'est toute l'importance. En plus, je parle de temps réel. On a une biopsie liquide en temps réel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces biomarqueurs vont être très courts dans le temps. C'est-à-dire qu'on a une durée de vie de 15 minutes à 1 heure maximum. Donc, c'est pas une accumulation finalement de mutations ou de phénotypes. C'est vraiment en temps réel. Qu'est-ce qui vient d'émerger? Quel est le clone le plus récent qu'il faut traquer. Donc, c'est ça l'intérêt de la biopsie liquide. Alors, effectivement, on a inventé ce terme, moi-même, et j'en suis fière, avec le professeur Pantel en Allemagne, et on a publié pour la première fois en 2010, mais c'était simplement des cellules tumorales circulantes. Et aujourd'hui, la définition, elle est bien plus large, puisqu'on a tous les biomarqueurs circulants dérivés de la tumeur, mais aussi induits par la tumeur. Donc, ça peut être de l'ARN, de l'ADN, des protéines, des cellules, des exosomes, mais aussi, dans le contexte d'immunothérapie, des cellules du système immunitaire. Vous comprenez bien que le contexte immunitaire est hyper important et on a vraiment un focus là-dessus aussi. Et avec un simple prélèvement sanguin, c'est vraiment facilement accessible. Et mon idée pour le futur, c'est effectivement d'utiliser l'intelligence artificielle pour trouver la bonne combinaison de quel biomarqueur va répondre à une question clinique donnée. Et on ne se limite pas au sang, comme sur la gauche, vous voyez, on a aussi différents fluides biologiques. On peut aller dans la salive, l'urine, le liquide céphalorachidien, etc. Et le petit dernier, on parle du microbiote circulant.
Alors, pour l'application clinique de la biopsie liquide avec un focus sur les CTC, cellules tumorales circulantes et l'ADN tumoral circulant, bien sûr, tout le monde voudrait un screening, c'est-à-dire un dépistage dans la population. C'est pas encore le cas. Dépistage précoce, c'est ce que tout le monde veut aujourd'hui. Et là encore, la combinaison des marqueurs est cruciale. Dès qu'on a un cancer localisé, ce que l'on veut, c'est pouvoir distinguer un patient qui va progresser de quelqu'un qui ne va pas progresser. Et ça, c'est très important au moment du diagnostic de la maladie cancéreuse. Quand on a des patients métastatiques, bien sûr, on a plus de chances d'avoir des biomarqueurs visibles, mais en même temps, voilà, ce que l'on veut, c'est encore une fois évaluer le risque de progression et savoir si un traitement qu'on vient d'initier est efficace ou pas. Donc, en gros, on peut stratifier les patients pour avoir la bonne cible thérapeutique, mais aussi très rapidement, on peut avoir des mécanismes de résistance bien avant, des mois avant la radiologie actuelle, puisqu'on est au niveau cellulaire et moléculaire. Et bien évidemment, pour entrer en routine clinique, il faut prouver l'utilité clinique. Et ça, pour cela, il faut des études interventionnelles cliniques. Alors ça, c'est juste un résumé de ce que je viens de dire. C'est une échelle dans le temps avec un départ sur des sujets sains, lésions précancéreuses, localement, maladies locales, localement avancées et métastatiques. Et on voit que la biopsie liquide, elle peut avoir son rôle à différents niveaux. Alors, ce que j'aimerais dire aussi, c'est un concept qui vient juste d'être publié, que je voulais absolument mettre en avant. On n'a pas les titres, malheureusement, mais c'est la dynamique de la biopsie liquide. Parce que je pense qu'en même temps, on va avoir une biopsie liquide qui va être dépendante du stade et d'un type de cancer. Et ça peut très bien augmenter ou diminuer avec un statut immunitaire qui va évoluer au cours de la maladie. Donc ça rend un petit peu la définition plus compliquée, mais plus réelle face à ce qui existe au niveau du cancer. Donc je suis fière de pouvoir mener et coordonner une étude nationale, Panlipsy, pour essayer de définir une signature sanguine pour un dépistage précoce du cancer du pancréas. Il y a une incidence qui ne cesse d'augmenter dans le cancer du pancréas chez des gens jeunes qui font du sport, qui mangent soi-disant de manière saine. Et en même temps, on a une incidence qui augmente de manière dramatique. Alors, pourquoi c'est intéressant? On a une étude qui est magnifique parce qu'elle a toutes les cohortes de patientes qui sont nécessaires à l'étude avec un volume suffisant. On a une phase de découverte avec, vous voyez sur la droite, une dizaine de biomarqueurs circulants que l'on veut vraiment dépister à ce moment-là sur un volume de sang très important, 60 ml. Et on va utiliser le machine learning pour essayer de trouver quels sont les meilleurs biomarqueurs, phénotypes, mutations, qui nous permettent de distinguer sujet sain, sujet qui est en train de développer de manière très précoce un cancer du pancréas. Et on aura une phase de validation en aveugle pour valider notre algorithme. Et je suis aussi impliquée dans un gros projet européen qui a un objectif similaire. Alors, le deuxième point en application clinique qui est crucial, c'est le dépistage, comme je viens de le dire, mais aussi des détections de la maladie résiduelle. Le dépistage d'une rechute très précocement, parce qu'on peut encore agir. Et pourquoi? Donc, il faut identifier des petites traces de cancer suite à une intervention chirurgicale, par exemple. Et donc là, encore une fois, on a vu que, on peut avoir un rôle dans la prédiction de la récidive très précocement, avec, par exemple, l'ADN tumoral circulant. On peut aussi essayer de dire on augmente ou on diminue un traitement en se basant sur l'ADN tumoral circulant. Et je reviens toujours à la biologie, ce que j'adore, parce qu'il faut comprendre pour pouvoir détecter et traiter. Donc la biologie, c'est quoi? C'est le contrôle du système immunitaire, encore une fois, qui nous met des petites métastases infracliniques, donc des micrométastases, des cellules uniques, même en quiescence, qui ne sont pas touchées par la chimiothérapie, et qui à un moment donné vont pouvoir se réactiver, et on étudie ça bien évidemment, pour laisser place à des cellules qui vont circuler, à de l'ADN qui va circuler. Et là, il faut être assez précoce avec des technologies innovantes et sensibles pour les détecter suffisamment tôt et donc anticiper une rechute. Ça, c'est très important. Et là, encore une fois, je suis impliquée dans un gros projet européen. Donc, l'Europe nous soutient vraiment pour cette thématique. Alors l'utilité clinique, c'est la clé pour rentrer en pratique clinique. On a eu une belle étude nationale, la première au niveau international, qui a démontré pour la première fois l'utilité clinique des cellules tumorales circulantes dans un contexte particulier, des patientes qui avaient un cancer du sein métastatique, hormone récepteur plus, et là on pouvait avoir le choix de donner soit de l'hormonothérapie, soit de la chimiothérapie. Ça a été fait donc avec nos collègues de l'Institut Curie, et c'est vraiment un projet national avec toutes les cliniques et les CHU de France. Et là, qu'est-ce qui a été fait?
Bien sûr, on a fait une très belle publication, mais surtout, ce qui était important, c'était de démontrer avec cette étude médico-économique qu'on avait un gain pour la qualité de vie, une meilleure prise en charge finalement avec la biologie, et elle était interventionnelle puisqu'on a fait changer la prise en charge thérapeutique par le clinicien en se basant sur le bras de gauche, sur les cellules tumorales circulantes. Et vous voyez, c'est pas grand-chose. De 0 à 4 cellules tumorales circulantes dans un tube de sang, c'est considéré de bons pronostics, donc on donnait de l'hormonothérapie. Et juste à partir de 5 cellules dans un tube de sang, on donnait de la chimiothérapie parce que c'est considéré comme étant de mauvais pronostics. Donc là, il y a d'énormes études qui ont été faites depuis et qui renforcent cette démarche. Donc, juste pour la petite histoire, on a été déposer un projet à l'HAS. Ça nous a été refusé à l'époque, mais aujourd'hui, je pense qu'on a tous les arguments pour aller plus loin. Le deuxième point important, on est sur de la caractérisation des cellules tumorales circulantes. On ne va pas simplement les dénombrer et les compter. On va regarder dans le cancer du sein l'expression de HER2. Cancer très agressif, mais heureusement, il y a une thérapie ciblée. Donc, ce sont des tumeurs primaires négatives pour HER2 amplifié. Donc, on ne donne pas la thérapie ciblée, mais quand on regarde les CTC, on s'est rendu compte qu'il y avait une discordance entre la tumeur initiale et les CTC. Donc, quand les CTC étaient amplifiés, on s'est permis de donner, dans cette étude clinique interventionnelle, de la thérapie ciblée. Et vous regardez sur les courbes ici, en rouge, quand il y a thérapie ciblée plus le standard, on a finalement une survie globale qui est bien meilleure et on s'est basé sur la biopsie liquide et les CTC. Je finirai par l'exemple de l'ADN tumoral circulant, une très très belle étude dans un gros journal de Jan T en Australie, qui a démontré encore une fois que de regarder l'ADN tumoral circulant chez des patients qui avaient eu un cancer du côlon opéré, de décider s'il y avait de l'ADN résiduel, on donnait de la chimiothérapie adjuvante, s'il n'y en avait pas, on donnait rien. Et on se rend compte que quand on regarde l'histogramme de droite, finalement, on a moins de chimiothérapie adjuvante administrée dans le groupe guidé par le ctDNA, et on a une récurrence à 2 ans qui est similaire, voire meilleure dans le bras guidé par le ctDNA. Donc encore une fois, le bénéfice. Et elle a été validée dans Nature Médecine cette année, en 2025, pour un suivi à 60 mois. Donc là, finalement, quand Nature m'a demandé c'est quoi le futur de la biopsie liquide, c'est effectivement pouvoir introduire ce test en routine. On a suffisamment de preuves aujourd'hui avec d'autres grosses études, ce qui manquait à l'époque. Développer cet algorithme, j'y crois, avec l'intelligence artificielle, et c'est là où, encore une fois, Nature a mis en avant comment, avec l'intelligence artificielle, on peut booster le dépistage. Et il a mis en avant notre étude Panlipsy pour le dépistage du cancer du pancréas. Et finalement, il faut définir des recommandations très strictes pour la biopsie liquide pour essayer de minimiser les variabilités techniques. Et là, je suis très active dans un consortium européen, ELBS, European Liquid Biopsy Society, où en fait, on est une centaine d'institutions, même plus aujourd'hui, pour un peu moins de la moitié industrielle, pharma, diagnostic, pour un peu plus de la moitié académique. On a beaucoup de partenaires français. On a différents groupes, vous voyez, de travail sur la droite. Et je suis en train de participer et de diriger tout ce qui est éducation et dissémination. Mais on a tout un groupe de travail clinique, technologique, réglementaire, informatique. Et puis, on a des patients qui nous suivent. Ça, c'est très important. Quand on regarde Nature, les 20 dernières... key discovery, donc les découvertes majeures dans le cancer, la biopsie liquide est mise en avant, notre travail en France, donc on a une grosse expertise française. On sait qu'en Europe, il y a déjà des pays qui remboursent ce test et j'aimerais bien faire accéder à la France ce test. Donc, pour finir, on va vers une oncologie adaptative avec une innovation permanente et c'est extraordinaire. On a des nouveaux biomarqueurs, de nouveaux tests, mais il faut pouvoir proposer aux patients un suivi et une prise en charge au long cours, cette fameuse médecine de précision où on veut absolument donner le meilleur traitement aux patients qu'il faut au meilleur moment, mais pas en se basant uniquement sur la biopsie tissulaire, mais aussi pouvoir suivre le patient alors qu'il n'a plus de tumeur initiale. On ne va pas regarder la biopsie tissulaire pendant des années. Le cancer évolue. La biopsie liquide fait la différence. Aujourd'hui, il y a un fossé entre tous ces magnifiques papiers, dans des gros papiers comme Science, Nature, tous ces nouveaux biomarqueurs qui peuvent être même validés dans des études cliniques interventionnelles et de proposer ce test aux patients avec un remboursement. Et ce pont, on peut le faire ensemble aujourd'hui, je pense, pour mettre finalement l'accès aux biomarqueurs du bon côté et de le proposer aux patients. Et c'est pour ça aujourd'hui, l'innovation biologique n'est plus qu'un défi technique, mais aussi un défi organisationnel et humain. Et je vous remercie pour votre attention.
Oui, bon, écoutez, c'est impressionnant. Bravo. C'est évidemment à la fois bon, une belle présentation. Merci Oela aussi d'avoir respecté le temps. On aimerait bien sûr rester beaucoup plus longtemps avec vous, mais peut-être une ou deux questions si des collègues veulent les poser. Alors Jean-François Thébault, merci d'être avec nous, Jean-François. Merci. Une petite question de curiosité. On lit beaucoup, nous qui sont naïfs et candides, de propos à propos des exosomes, qui ne sont donc pas des cellules, mais qui sont des bouts d'ARN encapsulés ou d'ADN ou de protéines. Quand vous parlez de biopsie liquide, vous parlez de ça aussi ? Bien sûr, c'était dans ma diapositive et les exosomes font partie aussi de notre recherche au sein de notre laboratoire parce que c'est un moyen de communication entre les cellules de manière physiologique. Et là, on s'intéresse aux oncosomes, donc les exosomes dérivés des cellules tumorales, mais aussi du système immunitaire. Effectivement, dans notre panel, pourquoi j'attribue beaucoup d'attention aux cellules tumorales circulantes et aux exosomes, ce sont des biomarqueurs fonctionnels. Ils ont vraiment un rôle à jouer dans la progression de la maladie puisqu'ils vont apporter une information. J'ai pas eu le temps d'en parler là, mais en fait, la tumeur initiale va envoyer des exosomes pour préparer les niches prémétastatiques. Donc, il y a tout un travail qui est fait par la tumeur initiale pour préparer les sites à distance. Et c'est assez extraordinaire. Donc, c'est un biomarqueur, certes, mais on pourrait comprendre comment ça fonctionne et pouvoir peut-être bloquer les sites métastatiques. Et du coup, on n'aurait pas de maladie métastatique, donc limiter finalement la diffusion métastatique. En fait, c'est un processus évolutionniste de reproduction. En tout cas, c'est très intéressant et on a les moyens aujourd'hui de les détecter, de les analyser et de les ajouter à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est dans toutes nos études en tout cas. Mais c'est une très bonne question, merci. Je ne sais pas si notre réalisateur Emmanuel peut nous passer également les gens à distance pour que l'on voit s'il y avait des questions ou des demandes particulières. Oui, alors... Des félicitations, Madame Panabière. Donc voilà, on vous les transmet. Incroyable. Bon, incroyable présentation. Oui, c'est vrai que c'est enthousiasmant. Et en tout cas, moi, ce que je trouve qui est intéressant, et ça va peut-être être, s'il n'y a pas d'autres questions, si vous le voulez bien, parce que le temps passe et que il y a une question, il n'y a pas de question. Écoutez, on va en profiter pour d'abord se donner rendez-vous pour de prochaines conférences avec vous, Madame Panabière, parce qu'on est évidemment très enthousiaste et par ce que vous nous dites. Mais moi, je trouve que ce qui est quand même intéressant, c'est, et ça va faire presque la jonction avec la réflexion suivante, c'est le lien entre la biologie et la clinique, finalement. Hein, c'est ce que vous affirmez. Peut-être également le fait que il y a notamment sur quelques disciplines médicales de fortes attentes. Enfin, on comprend bien dans le fond l'intérêt, mais aussi la personnalisation qui est ouverte, mais aussi la facilité probablement, enfin j'imagine, je suis vraiment naïf en la matière, mais probablement en utilisant la biopsie liquide, d'avoir accès à des reconnaissances, des diagnostics et des prédictions, hein, si on comprend bien, pronostics, prédictions de pathologies de manière relativement plus simple. Alors peut-être la question là, c'est est-ce que tout le monde sera capable de le faire Alors aujourd'hui, bien évidemment, c'est une biologie un petit peu spécialisée, puisqu'on est quelques groupes en France, mais de plus en plus à travailler sur cette thématique. Demain, évidemment, on aura des centres peut-être pilotes au départ qui pourront effectivement couvrir cette approche. Si on parle de l'ADN tumoral circulant, c'est plus simple, parce que là, tous les laboratoires sont plus ou moins équipés de tout ce qu'il faut pour faire de la digital PCR. Donc là, c'est plus simple. Mais moi, encore une fois, je pense que les deux applications cliniques majeures, c'est dépistage précoce et dépistage des rechutes très précocement, ce que l'on ne peut pas faire avec la biopsie tissulaire par définition. Les radiologies, c'est bien, mais souvent c'est trop tard, donc il faut être en amont de tout ça. Et là, peut-être ça sera la combinaison de plusieurs biomarqueurs, mais on s'équipera en France. J'ai pas de doute là-dessus, parce qu'on a déjà des centres qui sont comme le nôtre, comme Paris, où il y a déjà des centres référents. Sachant que, notamment en cancérologie, sous votre contrôle, la question centrale, c'est avant que la maladie, c'est agir vite, mais enfin, c'est aussi le passage au métastase. Enfin, bon. Oui, tout à fait. Donc là, il y a une compréhension majeure à faire, mais c'est pour ça que j'ai aussi mis quelque chose qui a été ignoré, c'est tous les biomarqueurs qui sont induits par la tumeur et non pas forcément dérivés de la tumeur. Ce qui fait qu'on a le micro-environnement, le système immunitaire qui déjà ils vont relarguer des éléments que l'on pourra détecter peut-être suffisamment tôt, et c'est ce qu'on a dans nos études actuellement, pour essayer de dire, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il faut y aller avant de voir quelque chose libéré par les cellules tumorales. Je savais que j'aurais du mal à ne pas vous poser des questions. Mais
Dernière pour ma part, c'est simple. Ah oui, il y en a d'autres. Bon, alors allez, priorité à Monsieur Guéot. Oui, j'en avais une toute petite, c'est concernant l'HAS. Moi, j'aurais bien voulu savoir quels étaient les motifs du refus et quelles sont les perspectives, parce que ça me paraît tellement crucial par rapport à tout ce que vous nous avez raconté. Excusez-moi, Monsieur Carbonel. Je l'attendais plutôt, celle-là. C'est vrai que sur ce sujet-là, c'est un refus qui, fondamentalement, nous a fait mal. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est l'exemple clair quand vous avez une étude magnifique. Et honnêtement, le STIC qui a été réalisé, c'est un modèle du genre. Je la connaissais bien avant même, je dirais, de revenir à l'HAS, puisque je suivais les STIC à l'époque à la DGOS. Et donc, en termes, je dirais, de protocole, de déroulement de l'étude, de vision très large des choses, avec vraiment aussi une étude interventionnelle, c'était vraiment, pour nous, le cas d'école, en disant, ça va arriver, il n'y a pas de problème, ça va le faire. Et donc, méthodologiquement, on n'avait quasiment rien à dire, et ça aurait dû, je dirais, passer comme une lettre à la poste. Sauf que, arrive ce qui arrive parfois, c'est-à-dire une modification drastique de la stratégie thérapeutique. Sont arrivés, pour la population en question, les traitements par anti-CD4 et CD6. Ce qui fait que la stratégie de prise en charge qui était proposée dans l'étude était devenue obsolète. Et là, les cliniciens, quand on a effectivement discuté de faut-il inscrire au programme de travail cette évaluation, ont été très clairs avec nous en disant c'est un magnifique papier qui permet à la limite de faire la preuve de concept de l'intérêt de la technique. Mais en matière de remboursement, aujourd'hui, on ne traite plus les patients comme ça. Et donc, la stratégie de prise en charge de l'étude n'étant plus celle qui est recommandée aujourd'hui au niveau français et au niveau international, on n'a pas pu aller au-delà. Il fallait, du coup, ça nécessitait de poursuivre, mais avec les nouvelles thérapeutiques. Donc, on a ce cadre-là, on sait que ça arrive, que quand on démarre une étude interventionnelle avec une stratégie de prise en charge qui est celle qui est calée au moment où vous démarrez l'étude, les thérapeutiques évoluent et dans certains cas, on se retrouve avec des études qui, lorsqu'elles arrivent, se retrouvent plus complètement pertinentes et plus adaptées à la stratégie de prise en charge. On a eu cet exemple-là, c'est pour ça que je vous dis, on a eu beaucoup de mal, parce que c'était vraiment dommage par rapport à la qualité du travail, mais là, pour le coup, les oncologues cliniciens ont été assez clairs sur la chose. Donc après, ce n'est pas pour autant qu'on a, je dirais, perdu l'intérêt sur tout ce qui est effectivement biopsie liquide, au sens large du terme, puisque dans le cadre des travaux que nous menons actuellement sur tout ce qui est évaluation des actes de séquençage au débit, on a été amené à rendre nos avis sur le cancer du poumon sur la biopsie solide, et puis il y a quelques semaines, on a rendu le premier sur l'ADN tumoral circulant dans le cancer du poumon, donc avec un avis favorable au remboursement dans ce contexte-là. C'est le premier, on en verra d'autres, parce que le travail fait que commencer en termes d'indication. Donc je pense que quand on arrivera au cancer du côlon, effectivement, on va se poser la question. On regarde de la même façon tout ce qui est effectivement importance de la détection de la maladie résiduelle. Alors là, on est encore quelques mois en avance, puisque là, il nous faut, en fonction des indications, particulièrement en hémato, les résultats des essais qui sont en cours pour démontrer vraiment que sur la base de ce suivi par maladie résiduelle, on modifie la stratégie de prise en charge et qu'il est pertinent de le faire. Parce que dans certains cas, il y a des discussions entre surveillance active et thérapeutique. Donc on est vraiment là-dedans. Donc faire rentrer dans le soin courant la problématique biopsie liquide, on a commencé. Et, je pense que tout au long, Madame Panabia, pour que vous ne soyez pas frustrée, tout au long de notre matinée, dans les 2 séquences suivantes, nous reviendrons certainement